C'est une histoire qui s'étend sur une période de temps assez importante. C'est une histoire qui commence dans les années 70. Ça commence par une histoire d'amour, par un couple euh, mixte. Elle est d'origine roumaine et elle vit en France depuis quelques années. Et lui, il est né à Dakar et il a été adopté par une famille française et il a vécu à partir de l'âge de 14 ans en France. Et petit à petit, en commençant en parlant de leurs origines, de leur famille, de leurs parents, on apprend ce qui s'est passé dans la famille d'Amar. Euh, Son père, il l'a jamais rencontré parce que c'était un tirailleur sénégalais qui est parti pour faire la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire de la France métropolitaine quand lui, il n'était pas encore né. Et donc, il n'est jamais revenu et on n'a jamais su ce qui s'est passé avec lui. Il n'y a pas eu de lettres, il n'y a rien eu. Son fils s'est raconté une histoire de départ, d'abandon, d'un homme qui s'est construit une autre famille avec quelqu'un d'autre en France. Et donc, petit à petit, cet homme part à la recherche de son père et il découvre que son père, il est peut-être mort dans un massacre qui s'est passé à Tiaroy. Tiaroy, c'est à côté de Dakar et c'était une base militaire où on a démobilisé les tirailleurs sénégalais juste à la fin de la guerre. Et voilà, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment une ambiguïté dans l'histoire affecte la vie des gens sur plusieurs générations. Parce que ce qui s'est passé à Tiaroy dans ce massacre, c'est que on ne connaît pas le chiffre exact des morts, on n'a pas l'identité des victimes et on ne connaît pas le lieu où ils ont été enterrés. Donc, je me suis posé la question comment quelqu'un peut se construire sans savoir ce qui s'est passé avec son père. Et donc l'histoire, elle est transmise d'une génération à une autre jusqu'à la génération d'aujourd'hui du petit-fils. Et de l'autre côté dans l'histoire, on a aussi le petit-fils du soldat qui faisait partie de l'armée coloniale et qui a exécuté l'ordre de tirer à Tiaroy et qui, pendant toute sa vie, il a été poursuivi par cette nuit, ce massacre et qui lègue ses cahiers, son journal, son témoignage à son petit-fils pour faire quelque chose et pour réparer l'histoire. Et comment vous êtes tombé sur cette histoire de massacre? Je porte ce projet depuis plus de 2 ans et je suis tombée un peu par hasard en faisant des recherches sur les tirailleurs sénégalais parce que je connaissais pas trop l'histoire. L'idée de ce projet que je fais à la colline, point de non-retour, c'est au départ de demander aux gens, au public que je rencontre, aux spectateurs, au groupe des spectateurs, quels sont les récits qui manquent, quels sont les récits qu'on ne voit pas souvent sur les scènes ou au cinéma, et quels sont les récits qui leur manquent, qu'ils ont envie d'entendre. Et parallèlement, j'ai construit une troupe avec des acteurs que j'aimais beaucoup et qui sont pour la plupart des compagnons de route. Et j'avais aussi envie de leur poser la même question et de leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie d'encarner aujourd'hui sur un plateau et qu'est-ce qu'ils ont envie de défendre. Et il s'avère qu'en parlant avec l'acteur qui joue Amar, Kader Lassina Touré, on est assez vite rentré dans cette histoire de tirailleurs sénégalais, mais sans parler forcément de Tiaroy. Et après, moi, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce massacre. Comment vous avez fait les recherches là-dessus? Parce qu'il y a très peu de documents. Il y a eu, au départ, c'était que des recherches sur Internet. Il y a des historiens qui travaillent là-dessus. Il y a un film qui existe sur Internet qui s'appelle Tiaroy 44, qui a été longtemps interdit, qui n'a pas eu de distributeur et de producteur en France, qui n'a jamais été diffusé à la télé. Et assez vite, j'ai découvert une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, qui a consacré beaucoup, beaucoup de temps de sa vie à cette histoire. Et elle est là depuis des années et des années. Elle va aux archives, elle est allée à Londres aussi, elle est allée plusieurs fois à Dakar, donc elle fait énormément un travail vraiment presque d'archéologue d'archives. Et je suis allée la voir chez elle. Elle habite à Lorient et on a passé plusieurs jours. Elle m'a ouvert, et là, une partie de ses archives en photocopie, une partie des archives qui sont accessibles à des historiens, parce que voilà, il y a une partie apparemment qui n'est pas encore vue. Donc, est-ce qu'il y a eu une raison pourquoi vous avez monté ce projet avec des comédiens, comme j'ai pu lire, binationaux? C'était peut-être un hasard. Je me suis pas dit j'ai envie qu'il y ait que des comédiens binationaux. D'ailleurs, il y a un comédien qui est juste français, Thierry Reynaud. Je pense que c'était un hasard aussi. C'est aussi parce que j'aime bien m'entourer des gens qui viennent d'endroits différents. Et moi, je pense que je suis une artiste qui s'est construite sur les voyages, sur le déplacement, sur
sur euh, cette, ces allers-retours entre des cultures. Et voilà, je m'intéresse à cette diversité de points de vue et des histoires. Et le comédien français, il connaissait l'histoire du massacre? Non, à vrai dire, je pense que Kader, il la connaissait, mais à vrai dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France. J'ai eu plein d'interlocuteurs, des programmateurs, des journalistes, des amis aussi, même des profs d'histoire, parce qu'on développe un projet à la colline avec plusieurs profs d'histoire qui vont travailler sur tout le territoire francilien, qui vont travailler avec leurs élèves à partir des récits manquants de leur famille. Donc les élèves, à partir de cette matière que moi j'ai fournie, à partir de la pièce qu'ils auront vue, ils travailleront avec plusieurs intervenants sur l'écriture à partir des récits qu'ils vont déterrer dans leur famille. Donc ils vont interviewer leurs grands-parents, leurs parents, et ils vont commencer à faire une documentation et à réaliser une sorte de fiction qui va se transformer à la fin dans une fiction radiophonique. Et quand on a fait la première réunion, même des profs d'histoire ne connaissaient pas l'histoire de ce massacre qui était longtemps occulté. Vous-même, vous êtes né en Roumanie, mais vous avez eu la nationalité française en 2014, Oui, c'est ça? oui. Voilà. Est-ce qu'on veut dire qu'on s'intéresse davantage à l'histoire d'un pays quand on n'y est pas né? Euh, oui, je crois, parce qu'on a besoin de comprendre, on met les pieds. Et aussi parce qu'il y a eu cette phrase qui m'a surprise quand j'ai été naturalisée française. Il y a eu une cérémonie à la préfecture et dans le cadre de cette cérémonie, on nous avait dit, parce qu'on était une cinquantaine, et à partir de ce pays, à partir de ce moment, vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de grandeur et ses coins d'ombre. Et la première réaction, c'était de me retourner vers l'amie qui m'accompagnait, qui est une des actrices, Madalina Constantin, et de lui dire, moi, la colonisation, je ne sais pas si je pourrais l'assumer. Comment je vais l'assumer en venant d'un pays qui n'a pas eu cette histoire derrière. Et, euh, et après, je me suis longtemps posé la question, parce qu'il y avait des amis roumains ou qui ont d'autres nationalités qui me disaient, mais pourquoi tu as voulu prendre une autre nationalité? Parce que prendre un autre passeport, c'est une grande responsabilité. Ça veut dire que tu assumes complètement le passé du territoire dont tu demandes l'identité. Et c'est vrai que je me sens peut-être plus responsable qu'un Français né ici qui n'a pas demandé d'être né ici. Mais moi, j'ai fait la demande de faire partie de cette société. Pourquoi vous vous sentez plus Bah, responsable? parce que c'est un choix. Moi, j'ai choisi de vivre ici et j'ai choisi d'être française et malgré tous ces coins d'ombre du passé de ce pays. Mais d'ailleurs, je ne travaille pas que sur les récits manquants de l'histoire de la France, j'ai travaillé aussi en Roumanie il y a quelques mois sur les récits manquants de l'histoire de la Roumanie parce qu'il y en a aussi. Donc voilà, je pense que tout, tout, toute partie de l'histoire avec un grand H qui affecte la vie des gens et qui rend l'intime euh, complètement impossible, euh, m'intéresse et je me sens concernée. D'autant plus qu'il y a une phrase dans le spectacle que le professeur français dit, je pourrais aller n'importe où, chaque pays a son propre histoire et ses pièces manquantes. Oui, oui, c'est un peu ça. Il dit, est-ce qu'il y a encore des territoires où l'homme n'a pas essayé de conquérir? Oui, je pense que ça fait partie de notre nature. Et après, je pense que cette nature, on peut la travailler, le fond de notre nature, et il peut être amélioré. Vous parlez de ces moments, de ces massacres ou guerres comme des blessures dans l'histoire. Est-ce qu'on a besoin des vues, des regards et des questions des étrangers pour comprendre et pour commencer un discours dans un autre pays? Je pense qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de regarder en arrière, on a besoin pour mieux questionner le présent et pour mieux comprendre les enjeux de ce qui se met en place aujourd'hui. Et je pense que pour moi, passé fait partie du présent aussi. Et les conséquences des actes qui se sont passés, même il y a un siècle, il y a 2 siècles, sont présentes dans la société d'aujourd'hui.
et d'ailleurs, même dans la vie des gens, dans la vie intime, là je travaille beaucoup sur la psychogénéalogie familiale, on sent qu'il y a des enfants qui portent des histoires, des traumas que leur arrière-arrière-arrière-grands-parents ont vécu à Verdun, par exemple. Donc, le secret, je pense qu'il reste toujours, actif dans les familles et dans les sociétés. Et il y a cette phrase que j'adore de Françoise Dolto qui dit dans une famille, hein, les secrets sont captés par les enfants et les chiens. Et il y a aussi un tout petit peu de Roumanie dans votre spectacle. Oui, parce que je tenais qu'il y a aussi cette histoire hein, de, de- qui était une histoire trouble de la Deuxième Guerre mondiale où la Roumanie a commencé du côté des nazis et puis on a changé, on a retourné les armes. Et ça m'intéressait aussi de voir comment cette blessure reste encore visible dans cette société. Et puis aussi, ça m'intéressait cette histoire euh, déjà l'attitude qu'il y a eu en vis-à-vis des Juifs et comment dans l'histoire de cette femme qui, bon, je ne vais pas tout raconter, mais voilà, c'est des détails de biographie des personnages, mais dans l'histoire de cette femme, un homme a réparé l'histoire en élevant un enfant qui n'était pas le sien et qui était l'enfant de l'ennemi. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ennemi? Qui est l'ennemi? Est-ce que l'ennemi c'est quelqu'un juste parce qu'il a un autre passeport? Voilà, c'est une question que je me pose. Aussi la question comment réagissent les futures générations quand ils savent que leurs parents ont été des ennemis ou étaient les coupables. Oui, et puis moi, ça m'intéresse aussi comment on répare, surtout comment on répare et comment on peut se réconcilier. Je pense que j'ai essayé de faire un spectacle qui parle aussi de ça, d'où la scène finale qui est quelque part une scène de réconciliation. Parce que c'est important de savoir que même, même si c'est l'histoire de notre pays, nous, on n'était pas les acteurs, mais il faut qu'on en parle. Et c'est Oui, notre participation. oui, tout à fait. Il y a ce monologue qui est raconté par le personnage qui lit toutes ces histoires, le personnage central, Nora, qui est joué par Sophie Verbeek, et qui dit non, je ne me sens pas coupable, je me sens responsable. Et responsable, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est la question qu'elle lance. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on s'empare de cette histoire? Et comment on fait en quelque sorte pour que ce système ne se perpétue pas? Votre spectacle parle aussi beaucoup de peur et de honte. Et aujourd'hui, enfin, en ce moment, on a l'impression de vivre dans un moment où le système se fait de plus en plus dénoncer. Il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, non seulement contre des personnes particulières, aussi contre des systèmes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est dans un moment où on prend vraiment conscience, où on a vraiment envie de parler, de changer les choses? Oui, je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a des petits changements. C'est pas des changements énormes, mais il y a des petits changements qui peuvent déplacer un peu le discours dominant. Et je pense que il y a une nouvelle génération aussi, et je ne m'inclus pas forcément parce que je pense que c'est même la génération d'après, la génération des plus jeunes, qui ont un autre rapport hein, par rapport au passé et qui ont un autre courage aussi. Parce que c'est une question de courage, de, de se regarder, de radiographier l'histoire de ton histoire personnelle, l'histoire d'un pays, et aussi de te regarder toi dans un miroir pour parler. Parce que ça part toujours de nous. On fait partie de cette histoire. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement lointain. Comme le personnage du professeur qui, à un moment, lève la tête et dit il va arrêter de baisser la tête et agir. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'on est dans un moment où on a besoin d'agir et on a besoin d'être plus dans l'action que dans la dénonciation et plus dans la construction que dans la destruction. Et vous pensez que le théâtre peut être un outil pour ça? Tout à fait, je pense que le théâtre est un outil indispensable pour comprendre le monde et pour comprendre l'être humain et pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui et les dangers aussi d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un des derniers espaces aussi où la parole circule librement. Le théâtre n'est pas forcément un art manipulateur. Le cinéma, c'est un art manipulateur que j'adore et je fais aussi du cinéma, mais le regard du spectateur, il est orienté au cinéma. Au théâtre, le regard du spectateur est libre et
En général, le théâtre se construit sur une dialectique, sur des conflits, sur des points de vue qui s'affrontent. Donc du coup, le spectateur est libre de se positionner. Moi, ce que j'ai essayé de faire, par exemple, dans ce spectacle, c'est il y a 5 histoires, il y a 5 personnages, et chacun s'identifie avec le personnage dont il a envie. Chacun trace sa route dans le spectacle avec le personnage qui le représente et dans lequel il se reconnaît. Donc il n'y a pas un point de vue unique. Les points de vue s'entrechoquent. Et je pense que comme on est dans un moment, dans un monde aujourd'hui où on se noie dans des injonctions et dans des prêts-à-penser, c'est important de garder ces espaces sains et de permettre aux gens de se forger une opinion par eux-mêmes. Donc le théâtre devient un cours d'histoire et Non, ça ne doit pas être un cours, le théâtre. Le théâtre, je pense que ça doit être un espace où on déclenche la réflexion. Et la réflexion, elle peut être aussi déclenchée par l'émotion. Moi, je pense que je ne fais pas un théâtre où j'essaie je n'appuie pas sur l'émotion. L'émotion, si elle est là parce qu'elle est liée, parce que je cherche d'être un endroit de sincérité et voilà, près de ce que je ressens, mais je veux pas provoquer je veux pas provoquer de l'émotion, je veux provoquer de la réflexion, mais j'ai pas envie de donner une pensée unique aux gens. J'ai pas envie que les gens pensent, soient d'accord avec moi à la fin du spectacle, ou que d'ailleurs mon point de vue il existe, mais il n'est pas unique dans le spectacle. Il y a plusieurs points de vue. Il y a des points de vue dont je suis bien sûr que j'ai écrit le texte, il y a des points de vue de certains personnages avec lesquels je suis moins d'accord ou plus d'accord, mais voilà, j'ai envie de laisser l'espace d'interprétation au spectateur.